Le tout nouvel avion de ligne reposait, abandonné, dans un champ en Chine, dépouillé de ses pièces. Ce n'était pas n'importe quel appareil, il s'agissait d'un Airbus A320 valant près de 100 millions de dollars, mystérieusement disparu des radars des années plus tôt. Les agents du renseignement français venaient enfin de retrouver leur avion fantôme, le pistolet fumant d'une vaste affaire d'espionnage international. Car la Chine avait utilisé cet appareil comme plan de base pour construire son propre concurrent, le C919. C'était une tentative audacieuse de surpasser Airbus et de briser son hégémonie. Mais aujourd'hui, ce projet s'effondre de façon spectaculaire, pour des raisons qu'absolument personne n'avait anticipées. Dans le monde de l'aviation commerciale, deux noms règnent depuis un demi-siècle, Boeing et Airbus. Ce n'est pas seulement une rivalité industrielle, c'est un duopole mondial, un géant à deux têtes qui contrôle plus de 90% du marché des avions de passagers. Pendant des décennies, les compagnies aériennes n'avaient que deux véritables choix, mais désormais, ce partenariat en apparence indestructible est plus fragile que jamais. Car la vérité que personne ne dit, c'est que l'industrie traverse une crise profonde. Boeing est embourbé dans une série d'échecs catastrophiques en matière de sécurité, de cauchemars de contrôle qualité et d'un chaos industriel qui a paralysé sa capacité à produire de nouveaux avions. Airbus, malgré tous ses efforts, ne peut tout simplement pas agrandir ses usines assez vite pour combler l'énorme vide laissé par son rival américain. Ce chaos a créé une occasion rêvée pour un nouvel acteur de s'imposer. Et de l'Est, un nouveau géant est apparu, Comac, le constructeur aéronautique d'État chinois. Leur vision était aussi ambitieuse qu'audacieuse, construire le C919, un biréacteur monocouloir moderne destiné à rivaliser directement avec le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320 Neo. Le plan semblait simple, d'abord conquérir l'immense marché intérieur chinois, l'un des plus dynamiques au monde, puis s'étendre pour défier les géants occidentaux dans la conquête du ciel mondial. Mais tout a basculé lorsqu'Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, a révélé un secret qui a fait trembler toute l'industrie. Pour la première fois, il a confirmé publiquement une vérité explosive. Le C919, prétendument made in China, n'était, pour le dire poliment, pas totalement original. Il affirmait qu'il s'agissait essentiellement d'une réplique méticuleusement copiée de l'Airbus A320, puis d'une opération clandestine d'espionnage industriel. Dans un documentaire choc, Juillet a exposé une histoire qui ressemblait davantage à un thriller d'espionnage qu'à un simple rapport d'ingénierie. Selon lui, au début des années 2000, l'un des tout premiers A320 vendus à une compagnie chinoise avait tout simplement disparu. Plus aucune trace sur les radars commerciaux, jamais aperçu sur une ligne passager, laissant Airbus totalement désemparé. Leur chef-d'œuvre technologique de 100 millions de dollars venait de devenir un avion fantôme. Le récit est devenu encore plus glaçant avec le témoignage de Patrick Deveau, ancien vice-président d'Airbus. Selon lui, l'appareil avait été systématiquement démonté en Chine avec un objectif unique, copier un maximum de pièces, comprendre chaque composant et les reproduire à l'identique. Il évoquait une ressemblance frappante entre le C919 et l'A320. La preuve ultime de toute cette affaire a émergé en 2021. Près de 20 ans après sa mystérieuse disparition, ce même avion fantôme a été retrouvé, abandonné dans un champ de la province du Jiangsu après avoir accompli sa mission. Mais l'histoire devient encore plus complexe. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'Airbus n'a jamais publiquement accusé la Chine de vol. Deveau a expliqué que les réalités diplomatiques et commerciales rendaient la situation insoluble. Accuser frontalement Pékin, qui était aussi l'un des plus gros clients d'Airbus, n'aurait servi à rien et aurait pu compromettre des contrats de plusieurs milliards. Comme il l'a résumé avec brutalité, à quoi bon leur dire « vous avez volé un avion, il a disparu, c'est pas normal ». Ce dilemme révèle la douloureuse marche sur un fil que doivent effectuer les multinationales, protéger leur technologie, tout en préservant des relations d'affaires vitales. Mais voici le retournement que personne, et surtout pas Pékin, n'avait prévu. Malgré ce plan audacieux pour accélérer ses ambitions aéronautiques, le C919 n'a pas réussi à séduire un seul acheteur international. À première vue, dire que le C919 ne se vend pas semble absurde. Le programme affiche fièrement plus de 850 commandes émanant de 24 clients différents. Ces chiffres impressionnent au point de dépasser les carnets de commandes d'avions bien établis comme l'Embraer E2 ou l'Airbus A220. Pour un nouveau venu, cela aurait dû être une victoire écrasante, mais en y regardant de plus près, un constat troublant apparaît. 23 de ces 24 clients sont des compagnies ou des sociétés de leasing chinoises. Car la vérité, c'est que l'État chinois détient directement la plupart des grandes compagnies aériennes du pays.
et il détient aussi Comac. Le carnet de commandes du C919 n'est donc pas le reflet d'une demande réelle du marché, mais le produit d'achat imposé par l'État. Or, dans le contexte actuel, où les compagnies aériennes du monde entier attendent parfois 10 ans pour recevoir leur avion de Boeing ou d'Airbus, on aurait pu s'attendre à ce qu'au moins quelques transporteurs internationaux tentent leur chance avec le C919. En particulier les petites compagnies d'Asie ou d'Afrique avides de nouveaux appareils. Alors, pourquoi cela ne s'est-il pas produit ? Parce que l'avion est plombé par 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est performance. La vérité que peu osent dire, c'est que le C919 n'arrive tout simplement pas à rivaliser avec ses concurrents occidentaux en matière d'autonomie et d'efficacité énergétique. Et c'est un paradoxe énorme, car le C919 est un appareil conçu au XXIe siècle, sur une feuille blanche. Pendant ce temps, les familles du 737 et de l'A320 reposent sur des plateformes vieilles de plusieurs décennies. Logiquement, le nouvel appareil chinois aurait dû les surpasser facilement. Mais le problème ne vient pas des ingénieurs de Comac, il vient de leurs fournisseurs. Voilà un fait sidérant. Environ 95% du C919 est fabriqué par des entreprises non chinoises. Malgré sa réputation d'usine du monde, la Chine ne maîtrise pas encore le savoir-faire ultra spécialisé qui est nécessaire pour concevoir les composants de pointe de l'aéronautique. Le Comac a donc été contraint de dépendre des fournisseurs occidentaux pour presque tous les systèmes critiques de son avion. Or, ces fournisseurs étrangers restent extrêmement prudents. Conscients de l'historique chinois en matière de rétro-ingénierie, beaucoup refusent de livrer leurs technologies les plus récentes. Résultat, le C919 est assemblé avec une grande quantité de technologies d'ancienne génération, fiable et éprouvée, certes, mais loin d'être à la pointe. Ce compromis technologique est le plus visible dans les moteurs de l'appareil. Le C919 utilise le moteur LEAP-1C. Ça sonne bien, car la famille des moteurs LEAP équipe les tout derniers A320 Neo et 737 MAX, offrant une amélioration de 15% en consommation de carburant. Mais une enquête détaillée, menée par Forbes, a révélé que le LEAP-1C n'est un LEAP que de nom. En réalité, cette variante a été fortement déclassée. Son architecture interne a bien plus en commun avec l'ancien CFM56 des années 1970 qu'avec ses homologues modernes. Et ce handicap technologique impacte directement les performances du C919. Son autonomie opérationnelle plafonne à 4800 km, soit des centaines de kilomètres de moins que ses concurrents occidentaux. Or, pour les compagnies aériennes, où chaque goutte de carburant et chaque mile supplémentaire compte, c'est rédhibitoire. Même si ses performances étaient parfaites, la faille fatale était déjà inscrite dans son ADN. Pour comprendre pourquoi la Chine peine autant, il faut observer la manière dont Boeing et Airbus ont bâti leurs empires. Il ne s'agissait pas seulement de concevoir un bon avion, mais aussi de bâtir la confiance et un réseau mondial de soutien sur plusieurs décennies. C'est la deuxième raison de l'échec du C919, un manque catastrophique de fiabilité et une chaîne logistique mondiale inexistante. Si Comac fabrique son propre fuselage, l'avion dépend entièrement des entreprises occidentales pour presque tout le reste, train d'atterrissage, système de gestion de vol, avionique de cockpit. Boeing et Airbus ont passé des générations à consolider des relations stables et fiables avec des milliers de fournisseurs répartis dans le monde entier, souvent dans des pays alliés politiques des États-Unis et de l'Europe. Cela leur a donné accès aux meilleures technologies et à un réseau mondial de soutien. Comac, lui, n'a rien de tout cela. Et la situation s'est encore aggravée lorsque le gouvernement américain a placé Comac sur une liste noire d'entreprises soupçonnées de soutenir l'armée chinoise, coupant ainsi son accès à des technologies et financements qui étaient critiques. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est que même si ces problèmes d'approvisionnement disparaissent demain, un obstacle plus grand et plus coûteux subsisterait, l'absence de soutien mondial pour le C919. Un avion est l'une des machines les plus complexes jamais construites, et des pannes surviennent forcément. Les compagnies aériennes doivent être certaines de pouvoir obtenir rapidement des pièces de rechange, de l'entretien et des réparations partout dans le monde. En moyenne, une compagnie consacre 10 à 15% de son budget opérationnel uniquement à la maintenance de ses avions. Si une pièce du C919 tombe en panne en Afrique ou en Amérique du Sud, l'avion peut rester immobilisé des semaines, voire des mois, en attendant un remplacement venu de Chine, laissant un actif de 100 millions de dollars cloué au sol. Et ce n'est pas un problème théorique. L'historique d'autres avions chinois est, pour rester poli, très mauvais. Prenons le chasseur JF-17, que Pékin présente comme une alternative bon marché au F-16 américain. Sur le papier, il paraît compétitif, mais dans la réalité, c'est un désastre. L'armée de l'air du Myanmar a récemment dû clouer au sol toute sa flotte de JF-17 à cause de défaillances techniques constantes. À l'opposé, le F-16 a prouvé sa fiabilité exceptionnelle au fil des décennies d'utilisation intensive à travers le monde. Et cet écart massif en termes de fiabilité montre à quel point la Chine est encore loin de bâtir une confiance internationale solide. Alors que la Chine est l'usine du
du monde, pourquoi ne peut-elle pas simplement produire des avions plus vite? C'est la troisième raison de l'échec du C919, la disponibilité. Avec des compagnies aériennes qui attendent parfois 10 ans leur avion chez Boeing ou Airbus, le C919 aurait dû être la solution parfaite pour griller la file d'attente. Mais il n'en est rien. Construire un avion de ligne n'a rien à voir avec assembler des iPhones ou des voitures. Un avion est constitué de millions de pièces de haute précision et chacune doit être parfaite. Comme les récents désastres de Boeing l'ont montré, une seule erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Il n'y a pas de raccourci en aéronautique. Comac doit encore apprendre énormément pour construire des avions à la fois rapidement et en toute sécurité. Cette douloureuse courbe d'apprentissage a abouti à des cadenas de production tellement faibles qu'elles en deviennent presque absurdes. Depuis le lancement du C919 en 2011, Comac n'a terminé qu'une dizaine d'appareils. Cela représente moins d'un avion par an et à titre de comparaison, Boeing et Airbus fabriquent chacun plus d'un nouvel avion par jour. Bien sûr, Comac affiche des ambitions pour accélérer le rythme. Ils espèrent produire 7 appareils en 2024, ce qui constitue une amélioration, mais il reste une goutte d'eau à l'échelle du secteur. Leur objectif est d'atteindre 150 avions par an d'ici 2030. Mais même si cet objectif, très optimiste, était atteint, ce qui est loin d'être garanti, il leur faudrait encore plus d'une décennie pour livrer uniquement les commandes déjà enregistrées par les compagnies chinoises. Cela annule totalement l'avantage supposé d'une liste d'attente plus courte et les compagnies aériennes ont besoin d'avions maintenant, en 10 ou 15 ans. Alors, tout cela signifie-t-il que le rêve aéronautique de la Chine est mort? Pas forcément, car l'histoire n'est pas terminée. Comac ne doit pas être écarté comme menace à long terme. Les PDG d'Airbus et de Boeing l'ont d'ailleurs reconnu publiquement. Ils considèrent la Chine comme un véritable futur concurrent et ils ont raison de s'en inquiéter. La Chine dispose de ressources financières quasi illimitées et d'un marché intérieur immense pour s'exercer. Mais le marché aéronautique d'aujourd'hui est impitoyable. Il existe une efficacité énergétique de pointe, une fiabilité prouvée et un réseau mondial de soutien. Sur chacun de ces points cruciaux, le C919 est actuellement le pire choix possible pour une compagnie internationale. La voie à suivre pour Comac est claire. Tant qu'elle se contentera de copier et de sous-coter ses rivaux au lieu d'investir dans des décennies d'innovation verticale et locale, le duopole Boeing-Airbus continuera de dominer les cieux. La vraie question n'est pas de savoir si la Chine peut défier l'Occident, mais si elle est prête à fournir les efforts titanesques nécessaires pour mériter cette place. La lutte pour le contrôle du ciel est jonchée d'épaves d'entreprises qui ont osé défier le duopole Boeing-Airbus. Car construire un avion qui vole, c'est la partie facile. Construire un avion qui peut concurrencer, c'est quasiment impossible. Ce que personne ne dit, c'est que pour chaque avion de ligne à succès, il existe une flotte fantôme de projets avortés, monuments de rêves brisés et de ruines financières. Et quand on observe ces fantômes, le destin du C919 semble terriblement familier. Prenez le Superjet 100 de Sukhoi, en Russie. Sur le papier, l'idée était brillante. Un avion régional moderne et efficace, conçu pour rivaliser avec l'Embraer brésilien et le bombardier canadien. Il utilisait même un grand nombre de pièces occidentales, notamment des moteurs jusqu'à l'avionique, pour garantir la qualité et séduire les compagnies du monde entier. Ça vous rappelle quelque chose? Au moment de son lancement, il avait décroché des commandes auprès de plusieurs compagnies internationales. Mais ensuite, la catastrophe est arrivée. Le service après-vente fut un désastre. Les compagnies aériennes trouvaient presque impossible d'obtenir des pièces de rechange. Une réparation simple, qui prendrait quelques heures sur un avion occidental, immobilisait un Superjet pendant des semaines et parfois des mois en attendant un composant expédié depuis la Russie. Le réseau de soutien n'existait tout simplement pas. Et lorsque les sanctions occidentales ont frappé la Russie, le problème s'est transformé en condamnation à mort. Privées de pièces occidentales, les flottes de Superjet en dehors de la Russie sont devenues pratiquement clouées au sol. La leçon fut brutale, un avion n'est jamais meilleur que son entrepôt mondial de pièces détachées. Mais les Russes ne sont pas les seuls. Même des géants américains se sont effondrés. Beaucoup idéalisent l'âge d'or de l'aviation, mais oublient les victimes de cette ère. McDonnell Douglas, autrefois titan de l'industrie, a tenté de défier Boeing et Airbus avec le MD-11, une mise à jour de leur légendaire DC-10. C'était un triréacteur technologiquement avancé, mais il a manqué ses objectifs de consommation de carburant et d'autonomie, et cela dès le départ. Pire encore, une série d'accidents médiatisés a brisé sa réputation en matière de sécurité. Les compagnies ont perdu confiance et l'avion est devenu un désastre commercial, menant finalement McDonnell Douglas à être absorbé par son rival Boeing. Même Lockheed, entreprise qui avait conçu le légendaire SR-71 Blackbird, a échoué sur le marché commercial. Son L-10-11 TriStar était sans doute l'avion de ligne le plus sûr et le plus avancé technologiquement de son temps. Mais les retards catastrophiques liés à ses moteurs Rolls-Royce ont permis à ses concurrents de s'emparer du marché. C'était un avion brillant, mais arrivé un peu trop tard. Toutes ces histoires portent le même avertissement.
le marché de l'aviation commerciale est un broyeur. Peu importe à quoi ressemble votre avion sur le papier, ce qui compte, c'est la fiabilité au quotidien, l'efficacité constante et un réseau mondial capable de remettre un appareil en service n'importe où sur Terre en quelques heures. C'est ce club que le C919 tente de rejoindre. Mais que se passerait-il si la Chine n'avait pas étudié ces échecs comme des avertissements, mais comme un manuel stratégique sur ce qu'il faut faire différemment? Et si le C919 que nous voyons aujourd'hui n'était pas le vrai projet, mais un cheval de Troie, quelque chose de bien plus ambitieux? C'est là que l'histoire bascule d'un simple échec commercial vers la grande stratégie et l'échiquier géopolitique. Beaucoup se demandent sans doute comment un pays aussi stratégique que la Chine aurait-il pu construire un avion avec autant de failles évidentes. Est-ce que nous ne passons pas à côté d'un détail crucial? C'est précisément ici que les théories les plus folles commencent à sembler étrangement plausibles. Et si l'incapacité du C919 à se vendre à l'international n'était pas un échec, mais une étape calculée du plan? La première théorie, c'est que le C919 n'est pas un produit, mais une université. Pour le dire simplement, c'est le programme de formation le plus coûteux et complexe de l'histoire humaine. La Chine sait qu'elle ne peut pas bâtir une industrie aéronautique de classe mondiale en une nuit. Cela demande des générations. L'expertise occidentale repose sur un siècle d'essais, d'erreurs et d'innovations. Le C919 est la tentative chinoise de compresser ce siècle d'expérience en une seule décennie. En forçant l'existence d'un avion de ligne domestique, le gouvernement chinois est un gigantesque incubateur financé par l'État destiné à faire naître une chaîne d'approvisionnement locale. L'objectif n'est pas que l'actuel C919 réussisse, mais que des centaines de petites entreprises chinoises qui en fabriquent les pièces apprennent à le faire. Qu'elles apprennent à construire des trains d'atterrissage, à coder des logiciels de pilotage, à usiner des aubes de turbines complexes. La plupart échoueront, mais certaines réussiront. Le C919 actuel, rempli de pièces occidentales, n'est qu'une coquille temporaire. Le vrai produit, c'est l'écosystème de fournisseurs forgé dans le feu de ce projet incroyablement difficile. Une fois cet écosystème arrivé à maturité, d'ici 10 ou 20 ans, la Chine pourra sortir le successeur du C919, un avion 100% chinois, totalement indépendant de l'Occident. Le C919 n'est qu'un prototype jetable, un sacrifice de plusieurs milliards destiné à donner naissance à une industrie aéronautique véritablement souveraine. Est-il juste que l'Occident bloque la Chine après des décennies de domination incontestée? À vous de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour en savoir plus sur les titans de l'aviation, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner.